Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, donc, nous allons regarder donc la vidéo de l'exercice résolu, donc page 182 du livre scolaire, première spécialité physique-chimie. Donc l'exercice est le suivant. Donc il est tiré d'un sujet de bac de 2003, donc ancienne réforme. Donc vous avez ici, donc on vous dit donc l'isoeujanol C10H12O2 qui réagit avec de l'anhydride éthanoïque pour former de l'acétate d'isoeugénol et de l'acide éthanoïque. Donc vous avez bien entendu les formules brutes. On vous dit voici le mode opératoire de synthèse donc de l'acétate d'isoeugénol qui constitue la première étape de la synthèse de la vanilline. Donc en gros c'est un intermédiaire. On vous dit donc introduire une masse de 10 g d'isoeugénol, donc ça, 20 ml d'anhydride éthanoïque, donc le deuxième réactif, et quelques gouttes d'acide orthosphorique dans un ballon, chauffer à reflux pendant 30 minutes, refroidir jusqu'à température ambiante, puis verser le contenu du ballon dans un bécher contenant 30 ml d'eau glacée. Filtrer sous vide et laver les cristaux formés avec de l'eau glacée. On vous dit l'isogenol nocif en cas d'ingestion, irritant pour les yeux, donc les voies respiratoires et la peau. On vous donne la masse molaire, la densité. Pour l'anhydride éthanoïque, on vous dit qu'il est corrosif, inflammable, qui provoque des brûlures. Il réagit avec l'eau en formant donc de l'acide éthanoïque. On vous donne la masse molaire, la densité. Et l'acétate d'isogenol, on vous donne la masse molaire et la température de fusion. Alors les questions sont les suivantes. On vous dit schématiser et légender donc le schéma utilisé pour la transformation des réactifs. Quels sont donc ses intérêts? On vous dit un groupe de TP a obtenu une masse de 11,3 g de cristaux d'isogenol. Calculez le rendement. Donc là c'est assez brutal comme question, mais il faut vous y attendre. On ne va pas vous décomposer 50 questions pour calculer le rendement. Donc on va dire, donc pour la question 1, donc il faut identifier l'étape de transformation des réactifs dans le protocole, puis voir quelles sont les indications données pour le montage. On vous dit que c'est un chauffage à reflux ici. Et enfin pour la question 2, on vous dit calculer d'abord la quantité de matière maximale qui aurait pu être obtenue. Donc tableau d'avancement, pas de tableau d'avancement, on va voir, à partir des quantités de réactifs, comparer ensuite à celles donc, de matière réellement obtenue. Donc au niveau de la méthode, il faut que vous l'ayez. Au niveau de la mise en œuvre, vous allez voir que c'est peut-être un petit peu plus difficile. Donc à la question 1, donc le schéma, il s'agit d'un montage à reflux. Il permet d'augmenter la température du milieu donc réactionnel et donc la cinétique des réactions tout en évitant les pertes de matière. Donc le schéma, je vous rappelle, c'est des traits droits et des légendes. Donc le support élévateur, donc c'est des croisillons. Un chauffe-ballon, c'est assez simpliste, un ballon. Vous dessinez un réfrigérant à bulles ouvert en haut. Les flèches pour donc le tuyau, l'arrivée d'eau et la sortie d'eau, donc ça sert à rien de faire des tuyaux. Vous mettez deux supports avec deux traits, ça peut suffire. Vous légendez, donc le chauffe-ballon, le ballon, les pinces. Alors moi je me suffis, si vous légendez une seule fois support, ça me convient. Un réfrigérant à eau, etc. Alors ensuite, pour calculer le rendement, donc la démarche, attention, ce qui est marqué ici. Calculer la quantité de matière maximale qui aurait pu être obtenue. Donc il faut déjà calculer les quantités de matière des réactifs. Quantité de matière donc initiale d'isoeujanol, notez N1. Donc pour l'isoeujanol, regardez bien, on regarde ce qu'on a. On a une masse et on a une masse molaire. Donc on ne se prend pas la tête, outre mesure, on applique la formule de seconde. Petit n1 égale petit m1 sur petit m1 sur grand m1. Attention aux notations. N'écrivez pas petit n égale petit m sur grand m, sinon vous allez vous perdre dans les grands m. Donc là, c'est bien M1. Vous remplacez par les valeurs, 10, c'est bien des grammes. La masse molaire vous est donnée, vous trouvez 6,10 fois 10 puissance moins 2. Donc là, vous avez 3 chiffres significatifs, là vous en avez 4, vous en mettez donc le minimum entre 3 et 4, c'est-à-dire 3. La quantité de matière d'anhydride éthanoïque. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On vous donne, pour l'anhydride éthanoïque, on vous donne un volume et on vous donne une densité. Donc la densité, n'oubliez pas que c'est un facteur près la masse volumique. Donc ici, la densité 1,08, ça veut dire que la masse volumique de l'anhydride éthanoïque, c'est 1,08 g par millilitre. Donc une fois que vous avez le volume et la masse volumique, vous pouvez obtenir la masse. Une fois que vous avez la masse molaire, vous allez pouvoir obtenir donc la quantité de matière. Vous obtenez donc la formule dN égale D fois ρ de l'eau fois V2 divisé par M2. Alors D fois ρ de l'eau, ça c'est rien d'autre que la masse volumique de l'anhydride. Le volume, bon, c'est le volume, donc masse volumique fois volume, vous obtenez ici, donc en fait en haut une masse, vous divisez par la masse molaire et vous obtenez la quantité de matière. Attention aux unités, donc la densité n'a pas d'unité.
La masse de l'eau, c'est 1,0, mais elle est ici donnée en grammes par millilitre, parce que je vous rappelle que dans cette formule-là, il faut que tout le haut soit en grammes par millilitre, donc il faut mettre le volume ici en millilitres, divisé par la masse molaire, donc vous remplacez par les valeurs et vous trouvez 0,212 mol. Alors ici, vous voyez qu'on simplifie souvent la tâche quand les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1. Pourquoi? Ça évite de faire un tableau d'avancement. Effectivement, ici, vous avez des coefficients stoichiométriques, ici 1, 1, 1 et 1. Ça veut dire qu'en gros, une mole d'isogenol réagit avec une mole d'anhydride éthanoïque pour former une mole d'acétate d'isogenol et une mole d'acide éthanoïque. Donc en gros, si vous avez une mole, va former une mole va former une mole. Donc en gros, ici, celui qui, vu que les proportions stoichiométriques c'est 1 et 1, celui qui a la quantité de matière la plus faible sera le réactif limitant. C'est lui qui va arrêter la réaction. Donc ici, comme les nombres stoichiométriques valent tous 1 et que 6, 10-2 est inférieur à 0,12, la quantité de matière d'acétate isogenol qui aurait pu être synthétisée est égale. Bon alors là, il s'agit un petit peu, ils y sont allés un petit peu vite. Moi je vous conseille d'écrire que, vu que celui-là est inférieur à celui-là, le réactif limitant, c'est donc celui qui correspond donc à 6,10-2, c'est-à-dire l'isogenol. Et vu que c'est l'isogenol, moi je vous conseille d'écrire que la quantité de matière d'acétate là est égale à la quantité de d'isogenol qui a été consommée. C'est important de comprendre ça. Si vous voulez trouver la quantité de matière de l'espèce qui est formée, il faut toujours vous référer par rapport aux deux au réactif limitant, puisque c'est lui qui pilote. Donc ici, si c'est lui le réactif limitant, si vous voulez trouver la quantité de matière d'un des produits, vous comparez donc les coefficients stoichiométriques. Moi ici c'est 1 et 1, donc ça veut dire que la quantité de matière formée de ce produit-là, ça va être la quantité de matière du réactif limitant qui aura été consommé. Ensuite, donc une fois que vous avez ça, vous trouvez donc le 6,10-2 pour la quantité de matière Nmax. Donc la quantité de matière d'acétate d'isogenol obtenue. Donc ici, donc là ils nous disent que la quantité de matière, la quantité maximale, donc ça c'est la quantité maximale qu'on pourrait obtenir, ça serait 6,10-2. Il s'agit du réactif limitant. Donc la quantité de matière du réactif limitant. Maintenant, nous on nous dit qu'on obtient 11,3 grammes. Donc on va calculer à combien ça correspond de mol, de quantité de matière. Donc on fait petit n égale petit m sur grand M. Donc on obtient 5,48 10-2. Donc pour parler simplement, on obtient 5,48 10-2 mol alors qu'on pourrait obtenir au maximum 6,10 10-2. Donc le rendement qui est égal à neta divisé par la quantité de matière obtenue expérimentalement divisé par la quantité qu'on pourrait obtenir au maximum. Donc ça fait 5,48 10-2 sur 6 10-2. Donc on trouve 0,898, soit on multiplie par 100, 89,8%. Donc retenez bien la méthode de cet exercice-là. Surtout, la méthode, c'est qu'il faut donc calculer les quantités de matière, des réactifs. Il faut trouver la quantité, donc il faut en gros trouver la quantité de matière qui s'est formée. Alors quand les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1, vous pouvez juste comparer les quantités de matière, trouver le réactif limitant et en déduire la quantité de matière maximale. Quand ce n'est pas des coefficients qui sont égaux à 1, vous devez vous prendre un tableau d'avancement ou alors ne pas vous tromper dans les coefficients stoichiométriques, mais c'est plus long quand en gros les coefficients stoichiométriques ne sont pas égaux à 1. Et une fois que vous avez ça, donc, vous avez donc la méthode pour comparer ensuite, diviser les deux, multiplier par 100 et trouver le rendement. Je vous rappelle que le rendement est toujours inférieur à 1. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile.